Bienvenue dans For Good, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui construisent une économie juste et soutenable. Et pour cette nouvelle émission 2026, je retrouve bien sûr Thomas Brozard. Salut Thomas. Salut Ali. Et aujourd'hui, on accueille Annabelle Richard, directrice chez Utopie. Utopie accompagne les entreprises et collectivités sur des modèles économiques locaux et durables. Mathias Navarro est là, président et fondateur de Redman, acteur de l'immobilier engagé et administrateur d'Impact France sur les sujets de territoire. Et sur notre plateau également, David Garbous est là, CEO et fondateur de Transformation Positive, un cabinet de conseil qui accompagne les dirigeants pour passer du discours à une transformation concrète. Bienvenue à tous les trois. Au sommaire de cette émission, les entreprises parlent de plus en plus d'ancrage territorial, mais au-delà de la simple présence locale et de la création d'emplois, ce qui émerge aujourd'hui, c'est l'importance d'une contribution plus large à la vitalité du territoire. Comment cette évolution du rapport aux parties prenantes, ce décloisonnement de l'entreprise peut-il devenir une force pour créer de la valeur et renforcer leur résilience face aux crises et aux incertitudes? Élément de réponse dans cette émission. Dans le pour ou contre, nos invités réagiront à cette affirmation: le local, c'est une forme de protectionnisme ou de repli. Enfin, dans le pari d'avenir, chacun partagera une initiative concrète en faveur de la transition. C'est parti pour une nouvelle émission. Et Thomas, on commence comme à chaque fois avec ton édito. Tu nous dis que le local n'est plus un choix par défaut, mais une véritable stratégie de résilience pour les entreprises. En tout cas, ça doit certainement le devenir, comme nous l'ont montré de multiples crises récentes. On peut parler du Covid, mais depuis, il y en a eu malheureusement d'autres qui ont exposé, révélé au monde la fragilité de chaînes de valeur très mondialisées. Deux conséquences à cela que je voulais illustrer par des chiffres aujourd'hui. Dans le monde des dirigeantes et des dirigeants, 68% d'entre eux voient une forme de relocalisation comme un nouveau levier de résilience. Ça, c'est dans une étude menée par Ernst & Young en 2024, donc c'est assez récent. 72% des Françaises et des Français, eux, attendent des entreprises qu'elles investissent dans leur territoire. Ça date de 2023, mené par l'IFOP. Je pense que c'est notamment rendu possible, et sans doute que ce chiffre de 72% n'est pas suffisant quand on voit le traitement médiatique autour du local qui très souvent est traité sous l'angle de la désindustrialisation. Pardon, le mot est difficile, je savais que ma langue allait fourcher. Et voilà, sous un angle très négatif finalement, puisque c'est plus de la destruction d'emplois dont on parle. Alors le local, c'est pas seulement du coup un sujet d'image, ça devient de plus en plus un enjeu stratégique peut-être de sécurité, de compétitivité, et puis en fait une réponse rationnelle à l'instabilité ambiante. Et alors pourquoi le local s'impose dans les stratégies d'entreprise ? Parce que en fait, relocaliser, c'est pas seulement produire au plus près, c'est réduire des risques d'approvisionnement, c'est raccourcir peut-être certains délais, c'est mieux maîtriser aussi les coûts que sont les nôtres. Et on voit en ce moment que dans des chaînes de valeur très mondialisées, les coûts peuvent exploser du jour au lendemain. C'est moins souvent le cas lorsque l'on est hyper local d'une certaine manière. Alors il y a différents bénéfices qui peuvent s'observer, des chaînes de valeur plus robustes, qui s'ajustent plus facilement face à des fluctuations, une meilleure traçabilité, plus de solidarité, de confiance aussi entre les acteurs qui sont beaucoup plus en proximité, et puis évidemment une empreinte carbone, une empreinte environnementale plus largement qui est évidemment plus faible. Alors l'effet très direct de ça, c'est un renforcement de confiance avec les parties prenantes du territoire sur lesquelles on opère. Alors quels sont les risques que tu as identifiés pour une entreprise qui vise un ancrage territorial fort ? L'un des risques, c'est que la relocalisation soit synonyme d'isolement d'une certaine manière, de repli sur soi, ce qui ne doit sans doute pas être le cas. Mais on voit dans une étude de l'OCDE menée en 2024 que 40% des entreprises qui ont mené des stratégies pour se recentrer sans coopérer ont finalement perdu en compétitivité. Parce que le local en silo, finalement, c'est plutôt une augmentation des coûts et un frein à l'innovation, alors qu'un local en réseau, c'est de la mutualisation. C'est une accélération de la capacité à mener des œuvres collectives. On y reviendra largement, je pense, aujourd'hui. C'est aussi un renforcement des compétences du territoire face à d'autres territoires avec lesquels on est parfois en compétition dans le monde économique. Donc le local, en soi, ça ne doit pas être une forteresse imprenable, mais plutôt un pont vers son territoire. Alors, coopérer localement, est-ce que c'est compatible avec la performance économique ? Alors, un local performant économiquement impose forcément des changements de logique. Penser en filière, plutôt qu'en périmètre opérationnel et business. Partager certaines données, certaines capacités et compétences. Intégrer davantage des parties prenantes externes dans la création de valeur que peut proposer et générer l'entreprise. Le territoire, dès lors, devient un laboratoire d'innovation, un espace pour des solutions concrètes, un levier de compétitivité durable. En tout cas, c'est le souhait que l'on porte. Et penser local, c'est un peu comme planter des racines
racines pour mieux pousser ensemble ensuite. Donc le local peut devenir moteur d'innovation et pas seulement une réponse à la crise. Voilà, le local, c'est ni un repli, ni une forme de nostalgie industrielle d'une époque révolue. C'est une vraie stratégie d'adaptation à un monde qui est devenu hautement instable. Les entreprises les plus robustes à l'avenir, elles sauront forcément s'ancrer fortement, coopérer intelligemment, sans jamais se refermer sur elles-mêmes. En conclusion, le local crée de la valeur quand il est pensé comme un écosystème et pas comme une frontière. Merci beaucoup Thomas pour cette introduction. Nous y reviendrons bien sûr, vous allez pouvoir rebondir dans notre débat. Mais tout de suite, on passe au pour ou contre. Après l'éclairage de Thomas sur le local comme stratégie de résilience, place à notre séquence pour ou contre pour confronter cette vision aux critiques et inquiétudes qui existent encore. Pour ou contre cette affirmation, le local, c'est une forme de protectionnisme ou de repli. On fait d'abord un tour de table, vous dites pour, contre, et puis ensuite vous pourrez développer. On commence par vous, Mathias. Alors, je pense que c'est effectivement une forme de protectionnisme, et je pense qu'il faut l'assumer, mais en revanche, ce n'est pas du tout une forme de repli. Donc, choisissez pour ou contre. Contre. Ok, très bien. Moi, je pense que c'est contre, en effet. Je pense que ce n'est pas une forme de repli, de s'ancrer localement. Moi, je voulais faire aussi la même réponse de Normand, mais je choisis contre pour la même raison, je pense. Thomas, est-ce que tu prends des risques ? Je prendrai le risque pour équilibrer les débats d'être pour cette affirmation, merci, mais Thomas. on expliquera ensuite pourquoi. Mathias, est-ce que vous pouvez développer votre point de vue ? Je pense que c'est une forme de protectionnisme et je pense surtout qu'il y en a besoin. Aujourd'hui, on voit, et Thomas vient de l'indiquer, on est dans un monde extrêmement globalisé, mais du coup aussi extrêmement volatile. Et je pense qu'il y a besoin d'assumer une sorte de protectionnisme, au moins au niveau européen, certainement aussi un peu au niveau français, pour pouvoir redonner de l'élan et redonner de la valeur économique aux entreprises qui sont extrêmement implantées localement parce qu'elles ne bénéficient pas du fait d'aller produire à l'étranger, donc d'aller produire moins cher, d'aller produire avec des engagements environnementaux moins forts. Et donc, si on ne les aide pas à être plus performantes en France ou en Europe, ça ne peut pas marcher. On sait quel est le coût de la transition écologique. Le rapport Pianifferi est assez clair là-dessus. Et si on continue à donner des aides publiques, par exemple, aux entreprises qui produisent à l'extérieur, on ne va pas y arriver. Quels sont nos engagements en termes de transition environnementale ? Pareil, si l'ensemble des entreprises qui essaient de faire bien en France ou en Europe ne sont pas avantagées pour pouvoir bénéficier finalement d'une sorte d'avantage compétitif à faire ce qu'elles font, je pense que ce sera très compliqué. Mais par ailleurs, je pense que le protectionnisme, c'est surtout protéger ce qui a de la valeur chez nous. Ce qui a de la valeur, c'est notre savoir-faire. Ça va être nos emplois qui sont localement présents et ça va être les entreprises qui peuvent avoir de l'impact positif sur les territoires. Mais pour ça que j'avais une réponse un peu de Normand, le protectionnisme, ça ne veut pas dire le repli. Le repli, pour moi, c'est justement contraire à ce que j'ai en tête. Le repli, c'est la fermeture, alors que l'ancrage local, ça va être l'ouverture sur son propre écosystème local, national ou européen. Donc, on arrive plutôt dans des sujets de coopération, dans des sujets de dividendes territoriaux qu'on pousse, par exemple, avec Impact France, le dividende territorial des entreprises, pour pouvoir aider les entreprises à vraiment redonner aux territoires sur lesquels elles sont implantées ce que les territoires leur redonnent. Donc on est très très loin de l'aspect repli. Mais je vais rebondir et surtout prolonger le propos de Mathias, puisque j'étais plutôt aligné avec lui. L'autre mot que l'on peut utiliser pour évoquer ça, en fait, c'est la souveraineté. Et c'est un mot qu'on a énormément entendu en 2025 au niveau européen. Et donc, un repli à l'échelle européenne, en fait, devient pour moi un mot plutôt positif face à cette concurrence déloyale qu'on a pu beaucoup évoquer venue d'Asie, face à d'autres enjeux qui peuvent se présenter à nous. Et ce repli-là, il aura vocation à créer des opportunités nouvelles, d'autant qu'on a quand même la chance d'être sur un marché, le marché européen, qui est très envié, qui est très dynamique, très qualitatif. Il y a aussi un effet de volume avec la quantité de personnes qui vivent sur ce territoire européen. Donc, en ce sens, le mot repli qui peut être perçu négativement au départ, pour moi, le serait plutôt positivement à l'échelle européenne pour reprendre la main, pour protéger une certaine partie de nos industries. Et c'est très vrai, notamment, par exemple, dans la mode, sur un sujet qui a été assez présent médiatiquement en 2025.
Je pense qu'on peut aussi évoquer le numérique, qui est le secteur dans lequel œuvre Norcis. Il est évident qu'à une forme de repli européen, c'est un retour à la maîtrise de nos données, à la sécurité de nos données, à l'heure où aujourd'hui elles sont diffusées, utilisées, stockées sur des serveurs dans d'autres régions du monde et qui parfois peuvent être accessibles dès lors qu'une personne appuie sur un bouton et dit moi désormais je veux connaître toutes les infos de santé d'un citoyen de ce territoire. C'est assez hallucinant. Donc il faut le voir aussi positivement. Annabelle. Oui, mais après, moi je pense qu'il faut sortir aussi d'une vision binaire qui opposerait le local et le global, parce que quand on regarde qu'est-ce que le local ou qu'est-ce qu'un territoire, on se rend compte que ce sont des échelles tout imbriquées qui dépendent les unes des autres. Donc quand on parle d'énergie, être à l'échelle européenne, c'est déjà avoir une forme de souveraineté qui est intéressante. On parlera tout à l'heure d'alimentation. Là, l'alimentation, c'est plutôt à des échelles régionales qu'on peut les imaginer. Donc le fait d'opposer local et global, c'est peut-être, faut dépasser cette opposition, parce qu'on sait que les chaînes de valeur sont toutes dépendantes les unes des autres, et que viser l'autarcie, de toute façon, c'est une utopie ou alors une dystopie, c'est impossible, parce qu'aujourd'hui... Utopie chez vous. On s'y connaît. Mais on avait notamment lancé des travaux qui mesuraient l'autonomie alimentaire de nos villes ou l'autonomie fabricante de nos villes. On est sur des chiffres à 2-3%. Donc on se rend compte qu'on est très très loin d'être à 100% et d'avoir des territoires fermés sur eux-mêmes, quelle que soit l'échelle. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt de rééquilibrer des chaînes de valeur, voilà, comme tu le disais, comme on le disait, mondialisées, très spécialisées, avec des économies très peu diversifiées, et aller chercher un peu plus de richesse. Et puis cette richesse, elle permet aussi de s'ouvrir à son territoire. Et les entreprises qui nous disent s'être ancrées dans leur territoire, pas juste installées, mais vraiment ancrées, on voit qu'elles ont été chercher de la rencontre, de la sérendipité, de la créativité, et qu'au final, en se confrontant aux contraintes du territoire, qui peuvent être des contraintes de filière, de foncier, on va aller chercher de nouvelles formes de relations, de nouvelles coopérations. Et ça, c'est des compétences que les entreprises peuvent même utiliser ensuite à l'international. On a vu des entreprises avoir des filières très vertueuses sur les filières du commerce équitable. C'est des filières de coopération, de connaissances mutuelles qu'on peut aussi trouver sur des distances plus longues, en fait. Donc au final, on peut dépasser cette opposition. Et pour moi, travailler à une échelle territoriale, c'est s'ouvrir et développer plein de nouvelles compétences qui sont déterminantes demain pour l'avenir des entreprises. Moi, j'ai illustré le sujet en rebond sur le thème de l'alimentaire qu'on a commencé à aborder, qui est un sujet sur lequel on travaille beaucoup au cabinet. Pour moi, le local, c'est une forme de reprise, de maîtrise et d'empouvoirment, comme on dit, parce que quand on pose la question aux citoyens, ils nous disent quand ça vient d'à côté de chez moi, ils le mettent à un niveau supérieur d'ailleurs au bio dans les critères aujourd'hui de sélection. Et moi, je l'ai vécu quand j'étais en Vendée chez Fleury Michon. Quand tu passes tous les jours devant le terrain agricole de l'agriculteur qui est là, tu vois comment il travaille, tu sais s'il utilise des pesticides ou pas au quotidien, et tu as l'impression, non seulement en achetant ces produits, non seulement de faire en sorte qu'il puisse rester là et continuer de faire perdurer son exploitation, c'est un attachement presque émotionnel au territoire, mais c'est aussi une façon d'avoir un peu plus de maîtrise, ce qui se passe près de chez moi versus ce qui se passe très très loin, même si aujourd'hui on travaille tous sur des cahiers des charges, mais quand on fait des productions à l'autre bout de la planète, c'est plus difficile d'avoir une maîtrise au quotidien. Et donc c'est une forme de reprise, de reprise en main. Et c'est aussi, on l'a vu dans le cas du Covid, si effectivement les chaînes d'approvisionnement s'arrêtent, et dans l'alimentaire c'est extrêmement critique, les 2% que vous évoquiez à l'instant, ça veut dire il n'y a pas besoin de refaire beaucoup d'études. Les crises alimentaires, elles ont déclenché des révolutions. Donc le fait, demain, sur une entreprise qui s'approvisionne dans une échelle très globale versus locale, s'il y a une rupture d'approvisionnement, une fermeture de frontières, on est certain que c'est le local qui va être favorisé par rapport à l'international. Et donc cette entreprise-là se fragilise versus celle qui a travaillé localement. Oui, donc le vrai risque, c'est d'être dépendant de chaînes de valeur mondiales. C'est une affaire de gestion du risque, absolument. Mais ça pourrait être vrai sur une échelle plus locale, la dépendance, puisque on pourrait imaginer, même en France, un contexte climatique, par exemple, qui verrait s'effondrer les rendements de production agricole sur certains types de denrées qui sont distribués partout dans le territoire. Et si l'entreprise en question n'a qu'un seul fournisseur sur cette zone-là, alors elle va être en très forte tension. Donc, même en étant dans des échelons des chaînes de valeur assez courtes, il faut quand même avoir une forme de diversification pour se prémunir du risque. Et ça, c'est vrai au niveau national comme au niveau international, en fait. Néanmoins, en France, notamment, on le sait, le discours sur le local est récupéré politiquement. Comment est-ce qu'on évite justement l'amalgame entre ancrage territorial et repli idéologique ? Parfois, effectivement, il est un peu dévoyé, le sujet. Mais la question qu'il faut se poser, je pense, c'est quel objectif on poursuit ?
effectivement, si l'objectif c'est l'autonomie alimentaire, il n'y a pas de sujet en fait. C'est un enjeu national et international et protectionniste si on veut, mais on ne peut pas se passer de manger 2 ou 3 fois par jour. Donc là, il faut dépasser des enjeux purement politiques et aller sur le besoin fondamental. Ensuite, voilà, il y a une dimension de solidarité et il y a aussi une dimension de... Aujourd'hui, on sait que 80% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Bon, si on ne travaille pas cette dimension territoriale et de transmission des fermes, la France, qui est un grand pays agricole historique, pourrait devenir totalement dépendante à minima des pays européens, voire de pays beaucoup plus lointains. Et là, on sait que s'il y a des tensions géopolitiques, et on est bien parti pour en avoir de plus en plus, on va avoir un vrai problème de subsistance, en fait. Je pense qu'il y a... Annabelle aussi voulait réagir. Pardon. Il y a différentes aussi réalités dans les locales, et je fais la faute exprès, parce que on n'a pas la même réalité quand on est dans un cœur de métropole, par exemple, quand on est dans une ville moyenne qui est en déprise ou une ville moyenne qui est en hyper-moving, quand on est dans un QPV ou quand on est en ruralité. Et le être local, si on est en local en ruralité ou en local en cœur de la métropole de Lyon, on ne vit pas la même réalité. Et pour ça que je pense qu'au niveau de la récupération dont on parlait il y a quelques secondes, c'est aussi, on voit qu'il y a des différentes typologies de localités qui sont très différentes, mais qui vivent les mêmes problématiques. Je pense notamment au QPV et à la ruralité, qui ont des problématiques de mobilité, qui ont des problématiques d'accès à l'emploi, etc., et qui du coup peuvent effectivement tomber dans des problématiques politiques un peu compliquées. Et donc, moi, je pense qu'il faut aussi travailler à la solidarité entre ces différents territoires, mais je pense que j'en parlerai un peu plus tard. Oui. Annabelle, et on passera au débat. Oui, moi, ce que je vois dans les politiques menées par les acteurs locaux, que ce soit des échelles métropolitaines ou régionales, c'est que le sujet de la souveraineté ou du local, même en général, il est transpartisan. On peut travailler avec des acteurs du développement économique de tous bords politiques, parce que derrière, il y a le maintien de l'activité industrielle, le soutien à l'emploi, la création de filières de recyclage, de filières biosourcées, de mutualisation d'outils industriels. Donc, c'est des vrais sujets de prospérité, de vitalité économique et sociale qui font consensus, en fait. Et donc, on arrive assez vite à dépasser des barrières idéologiques de repli pour arriver sur des vrais projets de territoire qui peuvent être portés. Le Grand Lyon est un bel exemple de développement économique par des élus verts comme des élus d'autres colorations politiques dans d'autres métropoles. Donc, pour moi, il y a toute une partie aujourd'hui de la classe politique qui a compris une certaine dimension des enjeux du local et qui dépasse, en fait, cette approche, on va dire, de repli, de protectionnisme, de peur, qui peut être vraiment la version presque là, peut-être la plus infime de ce concept. Merci beaucoup à tous les quatre. On passe tout de suite au débat. Annabelle, on continue avec vous. Dans quelle mesure est-ce que l'ancrage territorial, justement, dépasse la création d'emplois ? Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une nouvelle génération d'entreprises qu'on appelle hyper-locales qui sont allées mettre au cœur de leur modèle économique les questions de territoire. Donc, au-delà de l'emploi, c'est d'aller imaginer dans quelle mesure on peut s'approvisionner localement sur des ressources stratégiques ou plus ou moins stratégiques, donc via du biosourcé, du recyclage. Mais c'est aussi développer de la mutualisation avec d'autres acteurs industriels pour aller chercher là de l'efficience, de l'agilité. Donc, pas uniquement une empreinte économique forte, mais plus de robustesse. Et puis, c'est aussi arriver à projeter son activité dans le temps long. Donc, au-delà de l'emploi en tant que tel, c'est aussi de se dire dans quelle mesure je dépends de ressources. Typiquement, l'exemple de l'Occitane en Provence est intéressant. Je dépends de la ressource en eau sur un territoire en stress hydrique très fort. Donc, a priori, la situation ne va pas s'arranger. Il y a eu un travail de définition de la capacité de l'entreprise à s'approvisionner en eau sur un bassin versant qui a été faite avec les acteurs locaux en se disant qu'il y avait des usages agricoles, d'autres usages industriels qui étaient nécessaires. Et là, c'est plus que de l'emploi local, c'est vraiment du partage de la ressource, mais qui, derrière, est une condition essentielle à la pérennité de l'activité de l'entreprise. Donc, on arrive sur des sujets qui sont des sujets de territorialiser sa stratégie RSE, avoir une vision plus prospective de mon territoire, là où je m'installe, dans quelle mesure demain les questions d'emploi, d'accueil de mes employés aussi, avec des infrastructures de soins, d'éducation, d'hébergement seront disponibles. Et les ressources sur lesquelles je m'appuie, dans quelle mesure elles seront encore là demain. Donc on peut faire le lien aussi avec tous les travaux d'adaptation au changement climatique. Mais les entreprises, du coup, ont pris la
conscience qu'elles évoluent dans des territoires qui ont des contraintes, des ressources et des atouts, et qu'elles doivent se projeter aussi, et sans être seules, puisqu'on sait que tous ces sujets sont portés par des feuilles de route politiques et par des contraintes de partage. Juste un petit point de rebond là-dessus. Et effectivement, il y a une étude qui a été publiée par l'agence de notation Moody's sur la base des travaux du GIEC et qui est focalisée sur le territoire européen et américain et qui montre à horizon 2050 des zones géographiques entières qui considèrent qu'ils ne seront plus assurables. Parce que risque climatique trop important, donc inondations, incendies, sécheresse, etc., déficit de production agricole. Si vous êtes une entreprise et que vous le regardez tout seul, c'est ingérable. C'est de pouvoir, si vous avez un site de production qui est implanté sur ce territoire-là. Et donc il y a un enjeu effectivement d'analyse, bien sûr, mais derrière de coopération pour réussir à faire cette adaptation, parce qu'elle ne se fera pas uniquement à l'échelle d'une entreprise et de son activité seule. Elle se fera avec l'aide et l'accompagnement de l'ensemble des acteurs du territoire. Et ça, il y a pas mal d'entreprises effectivement qui commencent à se saisir de ça, comprendre ça, parce que le problème que moi je rencontre, il est rencontré par mon voisin, forcément, puisqu'on habite sur le même territoire, et on a plus intérêt à coopérer ensemble pour résoudre le problème que d'essayer de le résoudre chacun de notre côté. Il y a aussi peut-être derrière tout ça quand même une conjoncture qui est celle d'une ère dans laquelle il semblerait que les ressources soient moins à profusion qu'elles ne l'ont été pendant les 30 Glorieuses, où quand tout va bien, il n'y a pas de conflit de territoire, il n'y a pas de conflit d'accès à la ressource. Globalement, tout le monde en a pour sa part, et au demeurant, les marchés étaient tous haussiers. Depuis le Covid, on peut quand même citer un bon nombre de secteurs d'activité qui ne sont plus dans des phases de croissance économique. Je veux dire, même en 2025, pour le secteur des services numériques dans lequel Norcis opère, on est entré dans une phase de décroissance. Et bien malin celui qui peut garantir qu'on va repartir à la hausse dans les 2-3 ans qui viennent, vu le contexte. Donc c'est aussi ce qui, je pense, justifie, doit motiver et rendre hyper intéressant, y compris d'un point de vue de la pérennité du modèle d'affaires, de se recentrer sur un territoire où on opère, de créer une bien meilleure connaissance avec les parties prenantes, de gagner en confiance, en solidarité, et de se prémunir de risques qui deviennent immaîtrisables. Je veux dire, faire des stratégies à 5 ans aujourd'hui n'a presque plus de sens. Mathias, en quoi les projets que vous menez dans l'immobilier sont pensés par rapport au territoire ? Alors, l'immobilier, c'est par définition hyper impactant en termes de territoire. J'ai pas besoin de faire trop de dessins. Mais en même temps, ils peuvent être pensés de très loin. Et ils sont d'ailleurs généralement, et en tout cas souvent, pensés de très loin. Donc, il y a effectivement une façon de faire un peu en 2 temps, qui est déjà d'envisager les projets immobiliers très en lien avec les territoires, c'est-à-dire très en amont, pas arriver avec des idées, des projets déjà tout faits, mais travailler avec les habitants, travailler bien évidemment avec les collectivités, qui elles-mêmes peuvent aussi avoir leurs propres idées sur ce dont a besoin le territoire, mais qui peuvent être des idées qui sont déconnectées de la réalité. Ça arrive aussi. Donc il y a un travail très en amont à faire sur, finalement, de se poser la question assez simple, de quoi a besoin le territoire pour pouvoir finalement viser un objectif qui est un objectif de résilience. On va créer des mètres carrés, produire des mètres carrés. Je dis produire exprès, parce qu'on ne fait pas que construire, on fait même d'ailleurs de moins en moins construire. On rénove, on étend, on surélève, on remet des mètres carrés vides en exploitation, et des fois on construit, mais on produit. Donc on va s'attacher vraiment à la réalité du terrain sur les besoins. Donc, le territoire, il entre dans la réflexion avant même l'étude de marché. Bien sûr, on fait des diagnostics territoriaux pour comprendre en termes de logement, en termes de mètres carrés économiques, en termes de mètres carrés de services, que ce soit du commerce, de l'hôtellerie ou que sais-je, et puis à destination de qui, quelles sont les typologies. On voit beaucoup d'élus qui veulent très souvent par exemple des logements familiaux. Ça, c'est le rêve quand même de beaucoup d'élus, alors que la réalité démographique en France, c'est que les ménages font 1,5 personnes en moyenne. Donc, quand on s'échine à faire des T4 et des T5, on ne répond pas à des besoins. Donc ça, c'est vraiment analysé. Et puis après, ensuite, c'est quand on réalise. Et là, on peut être très, très ancré localement parce qu'il y a, en termes de matériaux, vous en avez parlé il y a quelques secondes, mais aussi en termes d'entreprise, faire appel à des acteurs locaux pour pouvoir les impliquer
de manière très importante dans la chaîne de valeur. Et une des choses que nous, on fait par ailleurs en plus, et d'ailleurs ça fait partie des engagements Bicorp de Renman, c'est de faire de l'insertion locale au travers de nos chantiers. Parce que les chantiers, c'est souvent des dizaines de millions d'euros d'investissement de travaux. Et donc, c'est beaucoup de valeur déversée sur un territoire. Et on peut, au travers de ces chantiers, aider des acteurs locaux, des personnes qui sont en recherche d'emploi à se réinsérer. Donc ça, c'est un des engagements qu'on a. Et c'est comme ça qu'on arrive à pousser l'ancrage local des opérations. Annabelle, oui. Moi, j'avais envie de réagir parce que c'est intéressant, l'exemple de Redman, de montrer que le territoire, ça devient une nouvelle compétence de l'entreprise. On aurait pu imaginer que dans le secteur de la construction et de l'immobilier, ce soit quelque chose d'historique, et en fait, c'est pas encore forcément partagé par toutes les entreprises du secteur. Le fait de partir du territoire pour comprendre ce dont il a besoin. Et ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui sont très ancrées localement, elles créent aussi beaucoup de fierté dans les équipes. Enfin, c'est aussi un facteur de marque employeur très puissant, parce qu'on se rend compte, on parlait du pouvoir du territoire et de ce qu'on voit, et au quotidien, de sentir qu'on a, ce que disait Bruno Latour, on sent qu'on a vraiment du pouvoir sur le réel. Et c'est un vrai facteur de fidélisation et de motivation des collaborateurs que de se dire maintenant, j'ai aussi une relation avec un territoire. Et ça demande aussi des compétences nouvelles, de la formation. Ça peut demander à certaines entreprises de décentraliser un peu certaines décisions qui avaient été, par souci de simplification ou d'efficacité, recentralisées sur les sièges. Et on voit que cet effet d'ancrage territorial, ça redonne aussi du souffle. Je ne sais pas comment vous le vivez chez Redman, mais du souffle et du temps et de l'intérêt dans tous les secteurs. Je pense que c'est valable, ce constat-là. Et justement, vous avez d'autres exemples où l'action collective a permis de résoudre un problème qu'une entreprise ne pouvait pas gérer seule et donc de créer de la valeur? Oui, des actions collectives, on a des beaux exemples de mutualisation. On parlait de mutualisation tout à l'heure. Dans le secteur industriel, il y a des entreprises comme Velom en Alsace qui a décidé de mutualiser sa ligne industrielle de production de LED. Donc c'est assez technique, du thermolaquage. Elle voulait investir, justement, verticaliser sa chaîne de valeur pour maîtriser une étape stratégique. Et en faisant ça, elle a décidé de l'ouvrir à d'autres acteurs parce qu'elle ne pouvait pas investir seule dans la ligne industrielle. Donc ça peut permettre de développer l'industrie locale en disant on va mutualiser en fait des lignes industrielles. Ça peut permettre de mutualiser de la logistique. Il y a des acteurs, les Bretons sont très forts en mutualisation, donc il y a de la logistique qui est mutualisée par les chargeurs de pointe de Bretagne, par exemple. C'est des entreprises, beaucoup de l'agroalimentaire, mais qui vont mutualiser la logistique. Ça peut être mutualiser des compétences. Un autre groupement d'entreprises bretons qui s'appelle Venetis, qui est super, qui a créé dans les années 70 un groupement d'employeurs où en fait ils arrivent à apporter de la sécurité de l'emploi à des travailleurs qui sont sinon des travailleurs saisonniers de l'agroalimentaire. Donc là, ils sont embauchés à plein temps, mais dans plusieurs entreprises. Et c'est des modèles qui sont plus complexes à mettre en place, mais qui, d'un point de vue économique, tiennent la route, et d'un point de vue social, sont beaucoup plus intéressants. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs de l'industrie, par exemple, qui ont des sujets de compétences. Donc, c'est vraiment des sujets de mutualisation qui permettent d'avoir plus d'efficacité, en fait, sans parler forcément d'engagement écologique. Donc voilà, c'est des exemples de mutualisation entre entreprises. Après, je sais qu'il y a des coalitions, il y a d'autres choses qui sont portées. Oui, David, le collectif En Vérité que vous précisez montre que la coopération entre acteurs d'une filière peut produire des résultats concrets pour le territoire et pour les consommateurs. Est-ce que vous pouvez donner des exemples précis? En fait, c'est un point vraiment intéressant, c'est qu'à un certain moment, faire en sorte que chacun défende sa position dans sa ligne de nage, ça, c'est pas efficace. Ça peut marcher un certain temps, mais si on veut franchir des étapes et notamment réussir à mieux valoriser, c'est souvent le sujet qui est abordé, ce qui a été fait comme choix stratégique. Quand je pense à la production agricole, quand on produit en agriculture biologique ou en agriculture régénératrice, c'est un peu plus cher que de produire en agriculture conventionnelle. Si cette information-là n'est pas présente de manière claire sur les emballages, il y a un produit vendu à 1 euro et puis un autre vendu à 2 euros. Et la majorité d'entre nous va aller plutôt vers celui à 1 euro parce qu'on n'a qu'une partie de l'histoire et ça nous embête d'aller chercher ce qui se passe derrière. Et donc, ce qu'on fait au sein du collectif En Vérité, c'est qu'on essaye d'objectiver avec des tiers de confiance extérieurs, c'est-à-dire pas que ce soit l'entreprise qui s'autoproclame vertueuse, mais aller chercher des indicateurs qui montrent de manière claire, comme ça a été fait pour le Nutri-Score en France, c'est-à-dire avant le Nutri-Score, il y a un tableau nutritionnel qui existe sur les produits alimentaires. Si vous retournez les étiquettes, vous avez un tableau avec les lipides, les protéines, les glucides.
tous les fabricants vous disaient l'information est déjà disponible. Si vous n'avez pas fait Bac+12 en nutrition, vous ne comprenez pas ce tableau en fait. Et ce qu'a fait Nutri-Score sur la base de données scientifiques et d'une modélisation opérationnelle, c'est de le simplifier sur un note A, B, C, D, E. Et bien ce qu'on voit, c'est que ça permet, quand on est dans un rayon, d'aller plutôt choisir une céréale A ou B versus une céréale D ou E. Moi j'étais chez Fleury Michon à l'époque quand c'est sorti. Et je peux vous dire, ça a eu un effet absolument fabuleux parce que on avait travaillé sur les recettes, notamment des plats cuisinés. Donc ça nous permettait de dire, en n'étant pas autoproclamé, que la majorité, c'était 80% des recettes étaient A et B en Nutri-Score. Et ça, c'est beaucoup plus puissant si c'est Nutri-Score qui le dit que si c'est la marque Fleury Michon qui le dit. Et puis, ce que j'ai vu aussi, c'est que avec la recherche et développement, donc ceux qui travaillent les recettes, il y avait une vingtaine de recettes sur lesquelles on avait du mal à améliorer le score avant que Nutri-Score ne sorte. Et on avait des débats sans fin dans l'entreprise pour dire est-ce que là, la graine de riz ou la crème de riz, pardon, ce serait pas intéressant, etc. À partir du moment où Nutri-Score est sorti, on a mis 2 mois à passer les derniers produits qui étaient C en B. Parce que l'équipe R&D, d'un seul coup, elle a été à l'école comme nous tous, et passer de la note de C à la note de B, ça a créé une fierté interne, comme on le disait tout à l'heure, et ça a été un accélérateur de solutions. Donc ces dispositifs-là, par la compétition quand même, mais parce qu'ils permettent la comparaison, ils permettent d'accélérer les transformations. Mais là, David, sur donc, un collectif comme celui-ci, on a des entreprises qui parfois peuvent être concurrentes, en tout cas qui sont au cœur d'une même industrie. Quelles sont leurs motivations premières, du coup, à s'unir dans un collectif comme celui-ci? C'est une très bonne question. Elles sont toutes convaincues, en fait, que en poussant, même si elles sont concurrentes dans le même sens, elles obtiendront individuellement plus de bénéfices que si elles le poussent tout seules. Faire advenir un dispositif comme Origine Info, par exemple, qui est le dispositif qu'on a poussé récemment pour donner de manière claire la visibilité sur l'origine des matières premières. On parlait de local tout à l'heure, là c'est Origine France, par exemple, pour les carottes. Ça permet de valoriser individuellement les choix stratégiques de chacune de ces entreprises. Et donc elles ont toutes fait des choix stratégiques différents, mais quand on leur met à disposition un dispositif qui leur permet de montrer ça, eh ben, elles y gagnent toutes individuellement. Mathias, puis Annabelle. Oui, si on parle d'action collective, pareil, je reprends vraiment ma casquette de chef d'entreprise dans l'immobilier. Il y a la nouvelle stratégie nationale bas carbone là, qui est en cours de discussion, la numéro 3, si je ne dis pas de bêtises. Nous, dans l'immobilier, on a un objectif clair, c'est moins 93% d'émissions de CO2, 93, hein, donc c'est énorme d'ici 2050. Donc, on est quand même tous devant des objectifs complètement monstrueux. Et clairement, on ne va pas y arriver seul. Donc, il y a beaucoup d'initiatives collectives qui sont lancées dans le secteur pour, effectivement, comme on dit il y a quelques instants, on ne va pas résoudre tout seul tous les problèmes. Je prends vraiment quelques exemples très concrets. Il y a une action collective qui a été lancée qui s'appelle le booster du réemploi. Pourquoi ? Parce que travailler avec des matériaux de réemploi, c'est bien évidemment ce vers quoi il faut qu'on aille dans notre industrie, mais ça coûte, c'est toujours très compliqué, ça coûte plus cher que le neuf, c'est pas assuré, les bureaux de contrôle n'en veulent pas, etc., etc. Donc on a 1000 problématiques et c'est pas Redman ou je ne sais pas lequel d'autres promoteurs ou acteurs d'immobilier qui va résoudre le problème. Donc il y a un booster qui a été créé pour que tout le monde mette en commun ses réflexions, pour qu'on puisse effectivement collectivement travailler et individuellement en tirer des bénéfices pour pouvoir avancer. Ce booster, il a été mis en place à quelle initiative? C'est l'initiative d'action collective. C'est un groupement qui s'est réuni là-dedans. C'est pas porté forcément par un acteur public, par exemple. Non. Après c'est souvent aidé. Alors j'en prends d'autres, parce qu'il y a par exemple l'association Surface Plus Utile que je cite là, qui est hyper intéressante parce qu'elle travaille. Donc elle aussi, elle est issue de l'association de plein d'acteurs de l'immobilier, avec pour objectif de redonner de l'intensité d'usage à des mètres carrés. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, mais en Ile-de-France, par exemple, rien qu'en Ile-de-France, il y a 6 millions de mètres carrés vides de bureaux, uniquement de bureaux, je ne parle pas de logement. Donc il y a besoin de redonner de l'usage à ces mètres carrés. Donc les acteurs se sont réunis pour travailler ensemble. D'autres, j'en cite une dernière, c'est nos villes à 50 degrés. Nos 50 degrés, ça parle tout seul. C'est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on construit aujourd'hui
pour pouvoir être adapté dans 20 ans, dans 25 ans. Et voilà, donc il y en a plein d'autres, je ne vais pas les citer toutes, elles sont hyper intéressantes, mais c'était surtout pour parler du principe qui est que les acteurs devant l'objectif qui est de réduire massivement leur impact ne peuvent pas y arriver seuls et donc travaillent ensemble pour essayer de trouver les bonnes solutions. Annabelle. Et aujourd'hui, on voit aussi émerger des coalitions acteurs publics, acteurs privés, qui est une autre forme de partenariat avec des acteurs économiques comme des agences de développement économique qui avant étaient très portées sur l'attraction d'entreprises hors du territoire pour générer des flux qui en fait sortaient aussitôt du territoire parce que les emplois n'étaient pas forcément locaux. Là, se posent plutôt comme des animateurs d'écosystèmes et on a beaucoup échangé avec l'agence de développement économique du Grand Lyon, par exemple, qui s'appelle Invest in Lyon, où ils sont passés vraiment d'une approche animateur d'écosystèmes en se concentrant sur les filières très stratégiques pour le territoire, mais qui sont fragiles. C'est-à-dire il y a des filières comme la chimie, le BTP, la mobilité ou le textile qui sont leurs filières prioritaires, sur lesquelles ils savent que parfois ils ont l'outil industriel, mais pas la production, ou des fois c'est un maillon de la chaîne de valeur qui manque, où il peut manquer des compétences. Et là, la capacité de la collectivité à créer le tour de table des entreprises et à proposer des investissements mutualisés avec du foncier qui est partagé ou un coup de pouce de la commande publique ou de l'investissement, ça permet en fait une étape de plus qui permet vraiment d'enclencher de l'investissement industriel et de la production. Mais ça se fait de façon assez fine en comprenant d'ores et déjà où sont les points forts et les points faibles du territoire. Donc on sent qu'il y a une professionnalisation aussi des développeurs économiques qui travaillent de plus en plus avec les acteurs locaux et pas des grands groupes fantasmés qui viendraient s'installer sur le territoire, et un travail qui est plus dans la dentelle du territoire en se disant, voilà, c'est ça sur lesquels il faut travailler et c'est ces filières-là dont on a besoin demain, mais les filières, on ne les crée pas tout seul. Et pour lever des freins qui sont des freins réglementaires de foncier, il faut des alliances, et les alliances publiques-privées sont aussi très intéressantes à suivre. Je vais rebondir là-dessus parce que je vais vous raconter une histoire de cochon. Moi, quand j'étais chez Fleury Michon, on a voulu monter une filière. Au sens propre. Donc. Une filière bio sur l'élevage de porc. C'est 5% de la consommation de jambon, il faut le savoir, en France, le bio, ce qui est à peu près la moyenne alimentaire. Mais c'est seulement 0,5% des productions françaises. Donc il y a un déficit. On achète le bio au Danemark. Les Danois ont été beaucoup plus malins que nous. Ils vendent le jambon aux Français, ils vendent le bacon aux Anglais, ils vendent la saucisse aux Allemands, et ils arrivent comme ça à équilibrer et avoir un prix de revient intéressant sur des productions qui sont intrinsèquement un peu plus chères versus la production classique. Et donc on s'est dit, il faut pouvoir essayer de produire sur le territoire, à côté des usines de production de Fleury Michon. Le gros bassin de production en France, c'est la Bretagne. Eh ben, on a eu l'occasion d'expérimenter cette collaboration publique-privée dont vous parliez à l'instant, et franchement, sans ça, on n'y serait pas arrivé. Parce que sur le papier, ça paraît relativement évident, mais être capable d'embarquer l'intégralité de ces acteurs-là. Il y a les agriculteurs qu'il faut embarquer, il y a la SAFER qui va autoriser l'installation ou non, il y a la région qui va dessiner le futur flux de production et les installations, le foncier associé, etc. Plus Fleury Michon qui garantit une partie des débouchés, mais on est allé proposer ça, nous aussi, à des confrères qui font du pâté, à des confrères qui font d'autres produits, parce que si on achète, quand on achète le jambon, on n'achète qu'une partie de l'animal, et si on ne sécurise que cette partie-là, ça veut dire qu'on fait payer 4 fois plus cher le produit versus si on vend les autres. Donc, coopération territoriale. Et en fait, ça a été le dispositif, ça a été un des dossiers les plus compliqués que j'ai eu à gérer dans ma carrière, mais il a été cristallisé grâce à l'aide de la région, qui a réuni tous les acteurs autour de la table, en étant un peu tiers de confiance, en disant on souhaite soutenir ce dispositif. Ça fait partie du plan stratégique de la région que d'installer de nouvelles filières sur le territoire. Et on vous demande, presque, on ne sortira pas de cette salle tant qu'on n'aura pas trouvé un accord, on vous demande de contribuer chacun, parce que chacun avait une partie de la solution, mais si on ne travaille pas ensemble avec cet objectif stratégique commun, on n'arrive à rien faire. C'est une des façons ça sera très rapide, mais de dépasser un des principaux freins économiques aux modèles locaux, c'est que c'est des volumes très, très petits, et donc atteindre la capacité de production qui permet de justifier les coûts fixes est très difficile tout seul. Et donc c'est vrai que ces sujets de coopération, c'est aussi une question de viabilité économique des modèles territoriaux
qui sinon sont incapables de s'aligner, comme vous le disiez, à des modèles globalisés. Peut-être aussi que c'est un peu la fin d'une ère où les entreprises étaient très prédatrices, c'est-à-dire elles s'installaient sur un territoire, elles préemptaient des ressources pour les convertir en une valeur financière qui était concentrée sur des actionnaires, parfois même pas implantés dans ce territoire-là. Quand on parle d'histoire de cochons ou d'histoire d'habitation, en fait, dans les deux cas, en plus, on est sur des activités, des industries relativement lourdes dans leur mise en œuvre. Et on voit bien aujourd'hui, quand il s'agit d'ouvrir une nouvelle exploitation porcine ou de poulet, ou qu'on veut implanter un projet bâtiment, voire qu'on veut faire une autoroute, de toute manière, très vite se mettre en œuvre des dynamiques citoyennes qui n'ont pas envie de voir arriver ce type d'activité sur leur territoire, connaissant les externalités négatives qu'elles peuvent générer dans la conduite des opérations. Donc, en plus de tout ce qu'on a déjà évoqué depuis tout à l'heure, la place qu'occupent les citoyennes, les citoyens qui sont impactés par ces activités désormais semble quand même grandissante. Donc opérer avec des tiers de confiance comme des régions, mobiliser des écosystèmes tout entiers, semble être les meilleures garanties que peuvent se donner les entreprises de mener à bien des nouveaux projets d'implantation, de développement, d'évolution de leur filière. Si elles fonctionnent en silo, elles sont quasiment vouées à l'échec. Mathias, s'ancrer localement, ça implique des choix difficiles. Vous avez parfois renoncé à des projets pour respecter le territoire, des renoncements qui peuvent sembler être des pertes à court terme et qui deviennent en réalité un levier de valeur durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors Redman, effectivement, est une société qui est labellisée B Corp depuis 6 ans maintenant. Et de ce fait, on a pris un certain nombre d'engagements. Un de ces premiers engagements, c'est de ne pas étendre la ville, donc de respecter le ZAN, donc le zéro artificialisation nette, pardon, pour l'acronyme. Et ça, déjà, c'est un renoncement sur beaucoup de projets, parce qu'en fait, l'immense majorité des développements immobiliers se font sur ce qu'on appelle le greenfield, donc on trouve des nouveaux terrains, on construit. Quoi qu'on construise dessus, bien ou pas bien, ça reste quand même de l'étalement avec des problématiques qui vont avec. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc oui, de ce point de vue, déjà, c'est une sorte de renoncement assez fort chez nous. Et ensuite, après, épisodiquement, sur des typologies de projets qui peuvent être développés chez nous ou qui nous sont proposés, on s'est doté, nous, d'une grille d'analyse des projets, donc en termes de foncier, bien sûr, mais aussi en termes d'impact carbone, d'énergie, de déchets, de réemploi, etc., etc. Et qui fait qu'il y a des projets, pas mal de projets, sur lesquels on ne va pas parce qu'ils ne remplissent pas les cases qu'on se donne. Et même, des fois, je prends un exemple assez récent, où on part sur un projet, là, on part sur une rénovation d'un bâtiment pour en faire un hôtel. Donc, c'est ancré localement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on vise à y développer de l'hôtellerie de proximité. Et donc, là, on est vraiment sur la rénovation d'un bâtiment. Et il nous a été proposé une espèce de seconde phase pour y implanter des maisons avec service d'hôtellerie d'un client qui était avec qui on travaillait et à qui on a dit non. Enfin, nous, on ne pourra pas réaliser ce projet parce que ça ne rentre pas dans nos critères. Pourtant, c'était, entre guillemets, du chiffre d'affaires qu'il y avait juste à ramasser. Donc, oui, ce sont des renoncements, mais donc ça peut être considéré comme de la perte à court terme. Mais moi, le sentiment que j'ai, et vraiment en tant que chef d'entreprise, ça fait presque 20 ans qu'on a monté Redman, c'est que c'est ce qui apporte de la valeur à la structure et on traverse aujourd'hui une crise assez grave en matière d'immobilier, certainement dans d'autres secteurs aussi, mais je connais moins, donc je ne veux pas me prononcer, mais l'immobilier est en pleine tempête. Et je trouve que c'est la stabilité, la résilience de la boîte est liée au fait qu'on n'a pas, ces dernières années, ces derniers mois, pris des paris ou pris des directions sur des projets qui n'avaient ni queue ni tête, simplement une réflexion financière qui tournait la route, qui tenait la route, ou qui tournait tout court, et qui, en fait, ne tournerait pas en pleine crise. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas embarqué dans des projets, je dirais, un peu foireux. J'ai pas d'autres mots là, en tête. Et alors, on est en pleine tempête, c'est pas simple, etc. Mais la boîte est résiliente parce qu'elle a fait des choix exigeants il y a quelques années, c'est ce que je veux dire. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que s'ancrer dans un territoire, ça re-questionne aussi la notion d'intérêt général des entreprises. Bon, on ne va pas reparler de B Corp et de tout ça, mais quand une entreprise est ancrée localement, elle a des comptes à rendre aux riverains, aux acteurs locaux, et elle s'engage. Alors, c'est un contrat de confiance qui est peut-être plus fort
qu'auparavant, notamment auprès des acteurs publics, comme vous l'expliquez. On peut apprendre à des élus à penser autrement les projets, faire de la pédagogie, mais aussi faire en sorte que l'activité de l'entreprise elle s'inscrive dans les feuilles de route des territoires. Typiquement, on parlait de climat, mais les territoires ont leur feuille de route climatique, ont leur feuille de route démographique, et arriver à s'engager auprès des acteurs en disant notre proposition, elle s'inscrit aussi dans le futur du territoire. C'est des relations peut-être plus intéressantes et plus projetées dans le temps long, qui permettent d'avoir une notion d'intérêt général qu'on trouve vraiment localement, au-delà de son impact environnemental, au-delà de du côté vertueux de sa proposition de valeur. Ça crée aussi un rôle plus intéressant, un rôle différent des entreprises quand on voit les sujets de déprise politique et peut-être d'une perte de confiance à un certain niveau politique, d'avoir des entreprises qui s'engagent et qui sont aussi redevables pour le territoire et qui apportent quelque chose aussi au territoire, et pas uniquement justement à leur porte-monnaie ou à leur bilan financier annuel. Il y a plein de façons en fait pour les entreprises de contribuer à la dynamique, à la vitalité de leur territoire, bien au-delà de la création d'emplois, ça on l'a dit, mais je vais prendre exemple sur ce qu'on essaie de mettre en place chez Norcis. Nous, on a une activité qu'on qualifie souvent de dématérialisée, donc le rapport physique au territoire, il peut être considéré comme un petit peu particulier. Nous, on crée de l'ingénierie humaine, donc on développe de la compétence, mais c'est vrai qu'on a un rapport, un ancrage un peu particulier. Pour autant, on peut contribuer de plein de façons. Par exemple, en disant qu'on redistribue plus de la moitié des bénéfices annuels aux collectivités, aux salariés, à des acteurs d'intérêt général, partage de la valeur. Ça peut être le partage du pouvoir, en faisant en sorte que dans les gouvernances de nos différentes agences, on a une dizaine en France, on puisse avoir des représentants de ce territoire qui peuvent être institutionnels, issus du milieu associatif ou de coalitions sectorielles locales qui viennent contribuer à des réflexions chez nous, à des instances. Donc là, on s'ouvre plutôt sur le partage du pouvoir et partage de réflexion et de l'influence. Donc en fait, il y a plein de façons de contribuer différentes. C'est pour ça que moi je pense qu'on peut même en fait aller un cran plus loin. Il y a quelque temps, on réfléchissait à essayer d'inverser le rapport qu'on a au territoire. L'entreprise globalement est très nombriliste. Elle part d'elle, elle pense pour elle, et puis elle essaie de trouver des solutions autour d'elle pour y répondre. On s'était dit, et si en fait Norcis devenait la ressourcerie de son territoire? Alors, on n'a pas été totalement au bout de cette idée, mais je la garde dans le tiroir parce que je pense qu'un jour on la ressortira. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des actifs financiers, matériels, intellectuels. Eh bien, mettons-les à disposition de ceux qui pourront en avoir besoin sur le territoire. Pour ça, il faut qu'on se connecte à eux, sinon on n'est pas prêt d'y arriver. Voilà, on peut tant quand même ouvrir un champ des possibles très très vaste pour être dans la contribution à l'intérêt général en tant qu'acteur économique d'un territoire. Oui, c'est hyper intéressant d'ailleurs parce que en fait, le prisme avec lequel on va regarder les choses va être aussi différent quand on se place au niveau territorial. On a parlé un peu des externalités tout à l'heure. On dit parfois que produire local, ça coûte plus cher. Mais en fait, les premiers sponsors des implantations ou de réimplantations locales, souvent, notamment dans l'agroalimentaire, ce sont les agences de l'eau. Parce que quand les entreprises mettent en place des nouvelles pratiques agricoles avec moins d'utilisation de pesticides, notamment près des zones de captage, elles savent qu'elles vont faire des économies colossales dans le traitement de l'eau. Et ça, aujourd'hui, on commence à avoir des reportages qui montrent l'agacement des citoyens et des consommateurs sur les factures d'eau qui explosent. Et ben, en fait, tout est lié. Si la production agricole se transforme, il y a effectivement des économies qui sont faites. Et aujourd'hui, alors ça, c'est sur un sujet pesticides, on estime en France que le coût lié à la dérive alimentaire, donc surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires, c'est 40 milliards d'euros traités et pris en charge aujourd'hui par l'assurance maladie, par la collectivité. Donc on accepte de payer de manière détournée quelque chose qu'on ne paye pas à la source. Et il y a vraiment une réflexion à mener autour de ça. Et dans le cadre du collectif En Vérité, ça fait partie justement des choses qu'on pose pour dire finalement la valeur, elle n'est pas uniquement statique sur une dimension économique, mais elle a une dimension globale, territoriale, et il faut la traiter sur tous ces aspects. Dans une précédente émission, et je pourrais peut-être terminer le propos de David comme cela, j'avais m'étais amusé à détourner un slogan bien connu d'une enseigne en disant le vrai prix des mauvaises choses. Et c'est peut-être ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire afficher pour que l'on consomme bien mieux, parce que le mieux manger, c'est la santé des sols et aussi de ceux qui travaillent dessus et qui consomment. Exactement. Merci David, merci à tous les quatre. On passe à notre dernière séquence, c'est le pari d'avenir. Et on termine cette émission, bien sûr, avec le pari d'avenir, un moment pour découvrir une initiative, un outil ou un événement qui inspire. Vous avez tous planché, même toi, Thomas, comme d'habitude. Annabelle, on commence avec vous. Oui.
Donc, moi, ma bonne pratique, c'est le pôle qui s'appelle Valence Romand Innov, qui vient d'être lancé en juillet 2025 sur un territoire qui est très actif au point de vue entrepreneurial et transition. Et là, l'objectif, c'est d'innover par et pour le territoire. Donc, c'est un incubateur qui va soutenir des startups dans tous les secteurs de l'économie locale. Ça peut être de l'industrie, ça peut être de la cosmétique, ça peut être de l'agro, pour vraiment détecter des projets à toute phase de maturité. Ça peut être de la start-up comme des projets déjà bien enclenchés mais qui ont besoin d'un soutien institutionnel, business, avec l'idée d'essaimer de créer un maximum d'entrepreneurs sur le territoire, sur un territoire qui est déjà très engagé depuis 5 ans, puisqu'ils ont lancé une école des entrepreneurs de territoire. Donc une formation dédiée aux acteurs qui ont envie de s'engager pour leur économie locale, ce qui est vraiment une autre forme de penser l'entrepreneuriat, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc c'est ma pépite à partager. Merci beaucoup. Annabelle, Mathias? Alors, je voudrais partager 2 pépites, je vais aller vite. Une pour les habitants et une pour les territoires en eux-mêmes. Pour les habitants, c'est tout ce qui tourne autour des foncières collectives, des foncières communes, qui en fait se développent un peu partout. Et moi, j'invite vraiment beaucoup tous les habitants à aller voir ce qui se passe sur leur territoire. Je parle de villages vivants, je parle de terre de liens, mer de liens maintenant, qui a mis en place en commun des permis de pêche, etc. Il y a dans le Pays Basque, en Bretagne, tout ça, il y a beaucoup d'initiatives qui se font pour pouvoir participer à titre individuel très activement sur la résilience de son propre territoire. Donc ça, c'est le premier conseil à titre individuel. Et le deuxième, c'est pour les collectivités en elles-mêmes, les territoires. Il y a vraiment des alliances qui sont mises en place sur des territoires qui sont hyper booming et d'autres territoires qui sont plutôt en déprise et qui se mettent en commun pour développer des projets. J'en donne 2 exemples. Il y a eu il y a quelques années Bordeaux qui s'est associé avec la ville d'Angoulême pour essayer de développer des projets en commun. Et très récemment, c'est la ville d'Aubervilliers avec la ville de Saint-Dizier dans la Marne qui se sont mis en commun en disant à des acteurs d'immobilier, par exemple, si vous voulez construire à Aubervilliers où ça se passe très bien, vous allez aussi construire à Saint-Dizier où c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a une alliance de territoire qui fait que ça va mieux. Et je prends le pari que ça pourrait aussi se faire, non pas que entre les territoires, mais aussi entre des entreprises situées sur des territoires différents et qui pourraient s'allier. Merci beaucoup, Mathias. David? Écoutez, moi, je vais vous partager un article qui m'a donné une pêche d'enfer à la fin de cette année, en décembre. Ça s'appelle « Les classes populaires en ont-elles vraiment marre de l'écologie ?» Et ça pose une question qu'on a beaucoup entendue pendant l'année 2025, c'est est-ce qu'on arrive à en parler et à rendre l'écologie désirable ? Article qui figurait où? Dans quel... Pardon, très bonne, très juste, dans The Conversation, effectivement, point important, et qui s'appuie sur une étude vraiment de terrain qui va explorer les raisons pour lesquelles on embarque ou pas sur les sujets écologiques. Et en fait, en particulier pour les classes populaires, ce que ça dit, c'est que il peut y avoir un rejet quand on a l'impression que c'est décidé à Paris ou de manière très péremptoire et descendante. En revanche, quand on va se positionner, c'est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui, sur le terrain et sur le territoire, et qu'on donne la possibilité aux acteurs de ce territoire de se saisir de ce sujet, sur des trucs hyper pratiques, sur comment améliorer mon cadre de vie, comment faire en sorte que j'ai pas de déchets qui traînent dehors, et ben il se passe des trucs de psychopathes. Les gens s'allient ensemble, bossent et arrivent à se saisir du sujet, et c'est joyeux et ça marche. Merci beaucoup, David. On avait fait écho ici d'ailleurs des travaux qui avaient aussi fait un certain bruit et amené de l'enthousiasme de l'organisation Parlons Climat, qui avait démontré qu'il y avait une vraie volonté des citoyens, des citoyennes de rester en ligne avec les objectifs environnementaux, avec un souci de la qualité de vie sur leur territoire, et aussi qui disait qu'ils avaient davantage confiance désormais aux entreprises plutôt que dans les élus pour mener à bien des projets de ce type-là. Donc ça fait le lien avec les éléments qu'on a pu traiter aujourd'hui. Moi, peut-être en droite ligne avec l'édito, pour essayer de positionner un peu les grandes lignes de l'émission, je dirais que en fait, le pari d'avenir, c'est que le retour à un ancrage local plus important va surtout être en très forte résonance avec des actions collectives, qui va faire que des entreprises qui jusqu'ici restaient très silotées, notamment parce que parfois œuvrant dans les mêmes secteurs d'activité, parfois étant même concurrentes, vont s'allier parce qu'elles auront des intérêts grandissants à le faire, soit pour que leur territoire en tant que tel soit plus dynamique, soit pour pouvoir se positionner par exemple sur des marchés d'envergure qu'individuellement on ne pourrait pas traiter, par exemple au niveau national, soit pour d'une certaine manière se protéger d'une concurrence parfois déloyale qui vient d'autres territoires au sens mondial du terme, que peuvent être l'Asie ou les États-Unis par exemple. Et l'actualité nous montre à quel point on a besoin de créer des conditions de souveraineté. Donc le pari d'avenir, c'est que ces actions collectives vont être un garant de souveraineté et qui sont peut-être d'ailleurs du coup pas par hasard mentionnées dans les nouveaux standards de Bicorp pour pousser les entreprises à mener des actions ensemble, y compris lorsqu'elles peuvent être concurrentes.
Merci beaucoup Thomas d'avoir bien conclu cette émission. Merci beaucoup à tous les trois. Annabelle Richard, directrice chez Utopie. Merci à vous, Mathias Navarro, président et fondateur de Redman. Et merci à vous, David Garbou, CEO et fondateur de Transformation Positive. Merci de nous avoir suivis sur Be Smart for Change.